Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on va commencer par se présenter un minimum. Élise, je te laisse peut-être la priorité. Oui, merci, bonjour, Élise Notaire. Donc, je suis responsable qualité chez Cities. Donc, le logo apparaît pas bien, mais c'est Cities. Voilà, on vient ce matin pour vous parler de notre nouvel espace utilisateur et application sur laquelle on a travaillé avec Impact Positif pour la partie UX. Et donc Philippe Roser, donc je suis cofondateur et consultant designer en fait chez Impact Positif, où on essaye d'améliorer, de faciliter les parcours utilisateurs pour avoir un impact positif sur les humains qui les utilisent au bout. Et alors, la zapette. Et on excuse Valentin qui effectivement est malade, donc on va meubler en fonction. Alors, en premier, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est Cities pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent, mais peut-être que je vais apprendre des choses. En fait, on est une coopérative, ou plutôt un réseau de coopératives depuis maintenant plus de 22 ans. Donc, on a été les précurseurs de l'autopartage en France. On est actuellement présent dans plus de 230 villes. On a plus de 2500 voitures en France et plus de 32 300 clients actifs. Donc vous voyez sur la carte, on est dans plusieurs régions, plusieurs villes de France. On est un réseau coopératif avec en majorité des coopératives et aussi certains acteurs des collectivités ou des formes juridiques plus publiques, semi-privées. Et l'autopartage, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre à disposition une voiture qui est partagée entre tous les utilisateurs. Et l'objectif, c'est de diminuer le nombre de voitures en ville. Voilà, donc ça fait plus de 22 ans qu'on porte ce projet. Chaque opérateur, ce qu'on appelle opérateur, c'est les différentes villes de notre réseau. Donc il y en a plus de 15. Ici, à Strasbourg, vous êtes rattaché, si vous êtes utilisateur, à l'agence de Grand Est. Ils sont tous indépendants et moi je travaille pour la tête de réseau, on va dire, qui propose des services support, l'informatique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et chaque opérateur en fait gère ses clients avec un outil interne. Donc on a un outil de gestion de la flotte automobile, des réservations en interne. Et les utilisateurs ont accès à la réservation et accès au véhicule via un site internet et une application. Du coup, notre problématique qui a été il y a quelques années, c'était que historiquement, ça faisait presque 20 ans qu'on travaillait avec un fournisseur qui nous fournit à la fois les boîtiers qui sont dans les voitures et l'application et le site internet pour les clients et notre outil interne. Et en fait, ce fournisseur arrête la production de ce produit. Donc, on a dû faire un choix de se dire, on savait que fin 2024, il n'y aurait plus notre application, il n'y aurait plus notre logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé en fait de la développer en interne auprès du coup, au réseau Cities. Donc, on a toute une équipe informatique de développeurs et chefs de projet à Strasbourg qui a développé à la fois le nouvel outil interne utilisé par nos salariés, qu'on appelle Softies. Donc c'est vraiment l'outil de gestion interne sur la flotte de véhicules, les réservations, la facturation, enfin vraiment tout notre cœur de métier. On a aussi développé une nouvelle application web à destination de nos utilisateurs et du grand public. Donc la personne peut se connecter à son compte, réserver une Cities, ouvrir la voiture, tout gérer via son application. Et il y a également un matériel embarqué dans les véhicules qui a évolué et qui change aussi un peu le parcours utilisateur. Donc on a dû prendre en compte tout ça pour pouvoir réfléchir à un nouvel outil qui à la fois corresponde à nos besoins en tant que prestataire de services, mais bien sûr aussi en premier lieu à nos clients. Et tu as commencé à l'aborder, mais c'était effectivement un défi complexe. Alors on a quelques soucis avec les slides, clairement, le PDF n'est pas passé correctement.
Du coup, c'était Valentin qui la faisait, Ah celle-là. oui, pardon. Mais du coup, on l'a fait à tous les deux. Bah, vas-y, je t'en prie. En fait, ce qu'il faut voir dans le côté complexité, effectivement, de la gestion d'un autopartage, c'est que ça touche plein de complexités. En fait, le fonctionnement, en fait, déjà, effectivement, vous l'aviez peut-être remarqué sur la carte tout à l'heure, il y avait des petits pins, en fait, bleus, des petits pins rouges. Ça veut dire qu'ils ont deux types de fonctionnement. Du boucle, du free floating. Et là, on commence déjà à rentrer dans des termes très techniques qui correspondent à leurs usages, leurs pratiques, effectivement. Ça nécessite effectivement de rentrer dans ce principe, en fait, derrière. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut réussir à avoir du matériel, en fait, qui puisse communiquer avec l'extérieur. Donc ça passe effectivement par l'application, ça passe par le matériel embarqué. Comment ça se passe si on a une voiture qui est au fin fond d'un parking souterrain où il n'y a pas de réseau qui passe très très bien? Ça peut poser souvent quelques problèmes. Et il y a une volonté aussi d'accessibilité, en fait, qui a toujours été portée par Cities pour que tout le monde puisse accéder finalement aux véhicules en autopartage. Ça veut dire que si j'ai pas de smartphone, mais si j'ai juste un badge, donc une petite carte magnétique, je dois pouvoir accéder quand même, en fait, à mon véhicule. Ce qui est un gros avantage pour plein de personnes et en même temps une complexité aussi derrière à gérer. Et Élise a commencé à en parler. Il y a effectivement aussi beaucoup de cas particuliers parce qu'effectivement, avoir une quinzaine d'opérateurs et de villes et de situations géographiques à combiner et à mettre d'accord, c'est pas toujours facile. On y arrive, mais effectivement, dans certains cas, payer l'essence, il faut des cartes de paiement qui correspondent aux circuits de stations-service qui sont affiliés dans ces villes-là. Et du coup, le calcul du tarif peut aussi jouer. À Strasbourg, enfin dans le Grand Est, il y a effectivement des accords pour faire du mix avec la CTS, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Nancy. Oui, il y a ce qu'on appelle les abonnements combinés, en fait, transport en commun et autopartage. Vu que je disais rapidement au début, l'objectif de l'autopartage, c'est de réduire le nombre de voitures et de favoriser aussi la mobilité diverse, c'est-à-dire les modes combinés, transport en commun, vélo, pied et voiture quand on en a besoin. Donc oui, on a des tarifs, des tarifs et des formules combinées, notamment CTS à Strasbourg, par exemple. Donc Philippe l'a dit, on a une complexité du fait déjà qu'on est un réseau national avec des spécificités locales. Cette déclinaison en fait n'est pas toujours évidente. Ça a été pour nous une véritable remise en question et en cause du fonctionnement interne et de nos processus. Donc pour nous en fait l'enjeu c'était de construire voire reconstruire quelque chose que à la fois les clients historiques connaissent depuis longtemps, mais à la fois pouvoir évoluer pour répondre aux nouvelles attentes. Et notre objectif surtout, c'était dans notre nouvelle application d'atteindre le niveau précédent, tout en intégrant aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc on a vraiment eu cette volonté de prendre en compte les usagers dans le cœur de notre process de réflexion. Et du coup, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place au niveau du réseau. Donc déjà, il y a eu la création de mon poste de responsable qualité, donc pour tout ce qui est travailler sur les process et vraiment sur un focus utilisateur. Donc mon rôle, c'est vraiment de me mettre à la place de l'utilisateur et d'intégrer tous les besoins des usagers. Et on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue classique que vous pouvez connaître dans d'autres entreprises. Et à la fois, on a fait, avec l'aide d'Impact Positif, des divers entretiens, des focus group. Enfin, on avait un panel en fait, de testeurs et d'utilisateurs au long de notre process, auquel on a présenté par exemple un prototype cliquable, on a présenté diverses versions et on a pu avoir leur avis pour que ça puisse répondre un maximum aux besoins. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, Philippe, notre besoin est très complexe en fonction des villes, des services, des personnes qui vont utiliser que des cities bleus, d'autres que des cities rouges. C'est pas du tout le même usage, mais c'est la même application. Donc c'est ça la grosse complexité, de trouver une application qui réponde aux besoins de tous. Et du coup, effectivement, Impact Positif est intervenu là-dessus au départ pour rendre les interfaces en fait plus intuitives, plus faciles à utiliser, plus ergonomiques. Mais en fait, on s'est très rapidement compte qu'effectivement,
c'était déjà pas simple de comprendre l'existant, de comprendre le contexte dans lequel on était, parce qu'effectivement, comme on l'a abordé, effectivement, il y a beaucoup de choses qui nécessitaient d'être comprises pour se rendre compte de tout ce qui se passe à chaque fois qu'on a une réservation ou qu'on prend un véhicule. Et en fait, on partait sur une page blanche, effectivement, mais l'historique est quand même présent, que ce soit les utilisateurs qui ont l'habitude de l'ancienne application et qui doivent continuer pour pouvoir réserver leur véhicule et les utiliser. Et en même temps, pour les équipes, c'est pareil. Ils ont aussi leurs habitudes, effectivement, de fonctionnement. Donc, il faut essayer d'accompagner tout ça pour que tout le monde y retrouve son compte. Donc, au bout de tout ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment changé beaucoup les parcours utilisateurs pour tous les usages dans pas mal de situations. Donc, c'est un travail qui a été long, qui n'est jamais vraiment terminé non plus de toute façon. On ne va pas vous faire plus d'un an effectivement de rétrospective. On a fait le choix en fait de faire un petit zoom en fait sur l'accès au véhicule, parce que c'est un moment effectivement du parcours sur lequel on a vraiment mis la méthode en place de toute manière, mais sur lequel on a pu illustrer effectivement ce qu'on a fait. Donc pour nous, dans le cadre de l'accès au véhicule, il y a toujours cette phase de compréhension, voir effectivement quel est le contexte, quelles sont les problématiques, comment ça se passe effectivement concrètement pour les usagers pour accéder à un véhicule, qu'est-ce qu'ils ont à faire et comment est-ce qu'ils le font. Ensuite, on va essayer de proposer des solutions. On va essayer de faire la phase de conception effectivement sous cette phase-là. Et on va vérifier après aussi que ce qu'on a fait, ça répond bien aux besoins. Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer, à changer? Et c'est vraiment un processus itératif qu'on va faire. Si je rentre dans le détail, sur la phase de compréhension, en fait, on va reprendre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais quand on parle de boucle free floating avec des zones particulières, du matériel embarqué au début, ok, alors au début, on n'était pas expert du tout sur l'autopartage. C'est venu petit à petit aussi en montée en compétence là-dessus, parce que l'existant est complexe. Pour que tout ça, ça marche, c'était nécessaire, mais on est monté du coup en compétence. Ensuite, on a pas mal de contraintes fonctionnelles, parce que finalement, des utilisateurs qui réservent une voiture, ils prennent leur réservation peut-être 2 semaines à l'avant, peut-être 48 heures à l'avant, et ensuite ils vont accéder au véhicule le jour où ils utilisent le véhicule. C'est un parcours. Il y a 2 parcours aussi de personnes qui vont directement prendre un véhicule et tout de suite l'utiliser. Donc déjà, on n'a pas les mêmes parcours, pas les mêmes usages, effectivement, qui du coup, faut séparer aussi. Et côté technique, effectivement, on va avoir cette question de est-ce que les personnes vont utiliser un badge, l'application, est-ce qu'ils vont faire des utilisations croisées, parce que je peux très bien réserver mon véhicule sur Internet, enfin sur le site, prendre le badge pour ouvrir mon véhicule et prendre l'application pour fermer mon véhicule. Et là, vous commencez à vous dire, ok, c'est un petit peu plus compliqué effectivement que ce qu'on avait au début dans l'idée de c'est juste une application qui permet de tout gérer. Donc, une fois qu'on est rentré dans cette partie-là, on a essayé de prioriser et d'organiser. C'est une dédicace à Valentin, cette slide-là, parce que j'ai adoré les couleurs de son schéma d'organisation. L'idée, en fait, quand on voulait accéder au véhicule, c'est les opérateurs voulaient en fait qu'il y ait un état des lieux qui soit fait. Parce que finalement, savoir s'il y a eu un PET sur un véhicule, qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur qui vient d'utiliser le véhicule? Est-ce que c'est le conducteur 3 personnes avant, 3 réservations avant? Parce qu'on ne sait pas forcément qui a déclaré en fait les choses. Donc, ajouter cet état des lieux en fait dans le parcours, c'est une grosse contrainte parce que les gens n'ont pas envie en fait de faire un état des lieux quand ils prennent leur véhicule. Ils veulent utiliser la voiture. Ils l'ont réservée pour l'utiliser, pour partir avec, pour faire ce qu'ils ont prévu de faire. Donc, effectivement, il faut trouver les compromis entre la question de sécurité, de rassurer les utilisateurs aussi, pour dire, en fait, si vous faites l'état des lieux, du coup, vous êtes garanti aussi que voilà, le véhicule il était dans cet état-là au moment où vous l'avez pris. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette partie-là? Donc ça fait partie des priorisations qui ont dû se faire. Et on a aussi une grosse question en fait, de difficulté sur la compréhension en fait, de l'interaction physique. C'est-à-dire que si je réserve sur mon smartphone un véhicule, je le fais à l'avance, c'est du virtuel, je me dis c'est un truc de réservation comme d'habitude.
Sauf que quand je suis devant le véhicule, en fait, je vais pouvoir ouvrir vraiment le véhicule. Je vais avoir une véritable interaction physique avec un truc qui va... Ah, la voiture s'ouvre toute seule. Non, j'ai appuyé sur le bouton, mais et il faut débloquer le moteur pour qu'on puisse partir avec le véhicule. Tout ça, c'est une interaction qui est très différente et ça posait effectivement beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton qui s'appelle « Ouvrir » ou « Fermer » le véhicule? Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Et il y avait effectivement pas mal de problématiques à ce niveau-là. Du coup, en fait, les personnes se disaient « Tiens, les véhicules sont restés ouverts ou n'ont pas été fermés », avec des retours effectivement de réservation qui continuent, qui ne s'arrêtent pas et qui du coup forcément sont facturés derrière. Du coup, pour résoudre toute cette problématique-là, on est parti sur la phase de conception. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Déjà, c'est un des premiers aspects, c'est se rendre compte que, ben oui, il y a d'autres éléments qui font de la location de voitures, mais d'autres choses aussi. La location de trottinette, on est sur les mêmes interactions d'un matériel physique, en fait. Ça permet de déjà se renseigner, de voir ce qui est possible. Ensuite, on va essayer d'organiser toutes les informations, parce que finalement, se dire qu'il y a beaucoup d'étapes, quelles sont les étapes en fait qui sont prioritaires, dans quel ordre en fait elles doivent être réalisées, c'est là où on va réellement avoir notre valeur ajoutée en fait pour organiser tout ça. Je ne peux pas faire un état des lieux du véhicule si mon véhicule n'est pas encore ouvert, parce que je ne pourrais pas prendre la photo à l'intérieur. Simplement, c'est des choses comme ça qu'il faut penser, mais qu'il va falloir intégrer en fait dans le parcours aussi. Et du coup, on va créer effectivement des choses. Donc là, c'est l'esquisse qu'on a fait sur les post-it simplement, mais avec un objectif qui est clair, c'est de répondre à 80% des cas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécifiques, beaucoup de particularités, et que déjà, si on arrive à répondre à 80% des cas, c'est déjà très bien. Et du coup, on est parti en fait sur une vraie logique de changer en fait l'interaction au moment où on veut accéder au véhicule. Avant, c'était vraiment une interaction comme une réservation. Je vais réserver mon véhicule ou je vais ouvrir un véhicule. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Là, on a vraiment voulu changer complètement en fait ce principe-là et dire, on montre le fait qu'il y a une interaction qui est différente et qu'il y a du physique en fait qui va se déclencher. Donc je ne vais plus ouvrir un véhicule qui est à 200 mètres en fait de chez moi. Non, je dois être à côté du véhicule pour que ça fonctionne. Et on a prévu en fait un principe un peu de tunnel en disant ok, je rentre dans un processus. On sait que les personnes à ce moment-là en fait sont déjà dans une logique, ils veulent prendre le véhicule. Comment est-ce qu'on arrive à les emmener et à faire tout ce qu'on veut leur faire? Parce qu'effectivement, il faut qu'ils vérifient le véhicule, il faut qu'ils l'ouvrent, il faut qu'ils aient bien vérifié que tout fonctionne en fait correctement. Donc on va leur faire les actions les unes après les autres. C'est là où on dit effectivement qu'on parle d'un tunnel pour dire on ne va pas vous proposer plein de choses en même temps où l'utilisateur a le choix, on va proposer une action après l'autre pour bien enchaîner en fait les actions. Une fois qu'on a posé ce parcours, alors oui, effectivement, il y en a deux, parce qu'il y a un parcours bleu et un parcours rouge. Le parcours, tu veux l'expliquer peut-être, le parcours rouge? La différence, alors, les bleus, c'est des voitures ce qu'on appelle en boucle, donc elles sont sur une place de parking, en station, et quand on l'utilise, après on la ramène à la station, alors que les rouges, il n'y a pas de fin de réservation, on peut les prendre autant de temps qu'on veut, et on ne les dépose pas sur une place précise, mais dans une zone. Donc c'est un usage différent entre les deux services. À Strasbourg, par exemple, il y a les deux. Et du coup, effectivement, la première chose qu'on a dû vérifier, c'est que ce qu'on avait imaginé, en fait, ça fonctionne avec toutes les contraintes techniques, avec les questions de délai de transmission d'informations, parce que du coup, là, on a vraiment besoin d'un retour direct du véhicule sur la plateforme et sur l'application pour pouvoir dire, OK, le véhicule, les lumières ont bien été éteintes en fait, dans le véhicule pour qu'on puisse dire « Ok, la réservation est terminée », par exemple. Et on a pu du coup déjà tester, effectivement, parce que beaucoup de personnes sont aussi utilisatrices, avoir des retours effectivement sur les aspects pratiques et aussi des retours qualité, parce que finalement la question des objets perdus, c'est-à-dire je fais ma réservation, je mets mes affaires dans la voiture et je finis ma réservation avec l'application et je ferme le véhicule, je mets zut, j'ai oublié mon sac dans le coffre, comment est-ce que je fais? Est-ce que je dois refaire toute une réservation, prendre de nouveau le véhicule et compagnie? C'est pas forcément idéal et c'est effectivement des choses qu'on peut essayer d'intégrer dans le parcours. C'est évidemment encore une des exceptions qu'il faut qu'on arrive à gérer.
Et ça représentait aussi un effort supplémentaire. Alors, Valentin n'est pas là pour en parler, mais c'est évidemment d'avoir un parcours standard et d'avoir un parcours supplémentaire pour le tunnel, pour l'accès au véhicule. C'est du boulot en plus qu'il fallait effectivement faire. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait vraiment simplifier en fait les choses pour les utilisateurs? On a fait le pari effectivement que oui. On verra après la conclusion. Hop. Et du coup, comment est-ce qu'on a fait pour évaluer, pour voir ce qu'on a fait? On a mis en place effectivement des tests utilisateurs. Alors, on a fait un prototype. La première étape, ça a été de créer une version cliquable en maquette qui n'était pas encore fonctionnelle totalement. C'était vraiment un enchaînement d'écran pour vérifier que déjà le processus en fait fonctionne avec les utilisateurs. Donc, on est allé tester avec des utilisateurs en agence, avec un véhicule qui était garé devant, donc dans des conditions qui sont certes plus faciles, mais qui sont déjà proches de la réalité, effectivement. Et pour observer quels étaient leurs usages. On ne leur a pas demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient, on les a fait travailler, effectivement, à « Ok, faites votre réservation, prenez votre véhicule, tenez, il est garé devant, ok, comment est-ce que vous faites pour ouvrir votre véhicule, pour accéder, et pour tester, effectivement, ce qu'on avait imaginé. » Donc là, forcément, on va voir si ça fonctionne ou pas, quel est le ressenti aussi des personnes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore derrière? Par exemple, effectivement, un retour qu'on a eu et qui vient effectivement des tests utilisateurs, c'est aussi que si je dois faire l'état des lieux de mon véhicule, ce serait bien que je sache effectivement quels sont déjà tous les dégâts qui existent sur le véhicule. Et comme il y a déjà des stickers, donc des petits autocollants qui sont collés sur les véhicules, c'est déjà identifié, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on avait intégré dessus, mais ça rassurait quand même effectivement des personnes d'avoir aussi cet accès à la liste complète. Et évidemment, il y a aussi des cas où l'autocollant n'est pas encore présent parce que l'information est remontée, mais les techniciens n'ont pas encore le temps de mettre l'autocollant sur la voiture, donc ça avait complètement son sens. Et ensuite, on est passé sur une phase bêta, donc ça a été réalisé, ça a été mis en place à un panel d'utilisateurs assez limité pour qu'ils puissent effectivement faire le retour avec un retour direct en fait, chez Elise pour qu'on puisse savoir effectivement quelles sont les problématiques rencontrées, est-ce qu'il y a vraiment des soucis aussi, pour qu'on puisse effectivement améliorer les choses encore. Et je rajoute juste sur la version bêta, ça a été pendant quelques semaines avec une 60aine de personnes. En fait, il y avait des correctifs, on recevait directement les remarques des gens ou ils pouvaient déclarer s'il y avait des bugs et du coup l'équipe informatique était tout de suite en correction des bugs. Donc c'était vraiment un aller-retour entre les utilisateurs qui testent et notre équipe qui était très réactive. Et ça a permis assez rapidement d'avoir des bons retours et une version qu'on a estimée exploitable pour la mettre en production et convenable pour les utilisateurs. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas pour autant qu'on s'est arrêté là, parce que finalement, l'application aussi a été ouverte à tous. Donc forcément, on a plus de retours utilisateurs effectivement derrière aussi. Et on continue en fait d'écouter en fait les utilisateurs pour comprendre en fait quels sont les retours. Et donc ça permet aussi de rajouter des choses comme l'aide contextuelle pour les appuis longs, parce qu'effectivement, quand on a une interaction avec un véhicule, on a aujourd'hui une interaction longue pour débloquer, ouvrir le véhicule. Ça, c'est des discussions sur les termes, comment est-ce qu'on appelle ça pour qu'effectivement, ce ne soit pas une ouverture ou une fermeture en fait, qui soit déclenchée sans qu'on le souhaite et que ce soit juste un mauvais clic. Donc on est obligé de rester appuyé pendant un petit temps. Donc il faut que les gens comprennent qu'il faut que je reste appuyé et qu'il y ait une interaction, effectivement, une petite animation et en même temps le texte pour que les gens le comprennent aussi. Parce qu'effectivement, on n'avait pas forcément mis le texte au départ et c'était nécessaire, effectivement, d'ajouter ce texte aussi. Et donc, un mois après, on a aussi eu, effectivement, un nouveau test, effectivement, l'enquête. Oui, alors ça, c'est... En fait, je vous disais qu'on change notre système jusqu'à fin 2024, là, cette année. On n'a pas changé toutes les villes et toutes les régions en même temps. Vous comprenez sûrement pourquoi. Enfin, on préférait y aller progressivement. En termes de charge de travail, c'était plus simple aussi. Et en fait, à chaque fois qu'une ville passe sur la nouvelle application, on fait une enquête un mois après la mise en place de ce nouveau système pour avoir un retour à chaud des usagers. Et à ce moment-là, ça nous donne aussi, si jamais il y a des bugs ou des choses à améliorer, ça nous alimente en fait notre plan de développement. Donc on est constamment
à l'écoute des différents retours pour pouvoir encore améliorer. Ce qui est l'avantage d'ailleurs de développer notre propre application, c'est qu'on est plus réactif et on peut nous-mêmes faire les évolutions sans passer par un prestataire. Donc ça permet bien sûr dans un plan de charge qu'il faut qu'on prévoit, mais vraiment on a la main dessus et c'est très important pour nous d'avoir les retours des utilisateurs pour pouvoir encore perfectionner, améliorer l'interface. Et donc, petite conclusion sur ce qu'on a fait, sur ce zoom effectivement sur l'accès aux véhicules. Donc, je te laisse. Oui, alors Philippe parlait du tunnel, donc le tunnel d'ouverture et le tunnel de fermeture. On s'est rendu compte justement par ces enquêtes qu'on a eu plus 20% de satisfaction sur l'état des lieux. Donc c'était vraiment, comme le disait Philippe, c'est une étape pour nous cruciale. C'est dans nos conditions générales de location. Et comme chez tout loueur, il faut un état des lieux à l'entrée et à la sortie. Mais du coup, c'était très compliqué pour les gens. Et le fait de passer sur cette version tunnel, on voit clairement l'amélioration sur la satisfaction. Le consensus entre tous les opérateurs est difficile, oui. C'est, comme je disais, on est 15 et avec des spécificités locales, donc c'est pas toujours évident de trouver le consensus, mais on y arrive, mais ça prend du temps. Notamment, par exemple, sur un état des lieux, est-ce qu'il faut faire des photos forcément de toutes les faces du véhicule ou que des dégâts constatés? C'est des questions effectivement qui divisent et qui ne sont pas forcément simples à répondre, mais qui doivent se traduire dans l'interface derrière. Donc, Après, les contextes d'usage et les objectifs sont très variés, on l'a dit, mais c'est vrai que c'est pas pareil d'utiliser un utilitaire, par exemple, pour déménager un week-end, de rentrer au milieu de la nuit, d'utiliser une rouge pour aller à son rendez-vous médical. Voilà. Enfin, il y a des usages vraiment très variés. Et du coup, la complexité, on l'a déjà dit, c'était vraiment de pouvoir répondre à tous ces besoins et tous ces usages différents. C'est effectivement des choses que nous, on a découvert aussi parce que je n'étais pas utilisateur de Cities avant et j'en avais pas la vision non plus, effectivement. Mais prendre une voiture pour moi, prendre la voiture pour le week-end, pour partir avec des copains, c'est un des usages. Mais en même temps, effectivement, l'utilitaire est accessible. Donc, le déménagement d'une armoire, d'un truc encombrant, n'importe quoi, c'est un usage aussi. Rentrer, effectivement, le soir avec un véhicule en direct, en rouge, c'est possible aussi. Et le contexte n'est pas le même. Si j'ai besoin de faire mon état des lieux sous la pluie ou le soir tard alors que j'ai envie de rentrer, c'est pas pareil. Donc, effectivement, c'est des choses aussi qu'il faut intégrer. Et on a beaucoup essayé de gommer en fait toutes les contraintes techniques parce que finalement, oui, il faut sécuriser les véhicules, il faut sécuriser les contrats et les usages effectivement derrière. Il ne faut pas que n'importe qui puisse ouvrir un véhicule et partir avec. Donc effectivement, c'est contraint, c'est assez fort. Et je pense que ça va continuer avec la question des véhicules électriques parce qu'aujourd'hui, des formats de recharge de véhicules électriques, il y en a beaucoup, et les bornes, c'est encore une blague. Donc c'est des choses effectivement qui sont importantes pour les usagers parce qu'ils ont juste besoin de prendre la voiture, mais qu'il faut qu'on arrive à gérer pour que la voiture soit chargée, pour le suivant aussi, et qu'on comprenne comment brancher ce câble de la recharge. Donc c'est effectivement une remise en question perpétuelle en fait, qui a été faite au fur et à mesure du projet pour suivre effectivement tous les usages. Voilà. Voilà, décidément, il y a vraiment des trucs qui ne vont pas sur les slides. Je vais me faire engueuler, moi. Est-ce que vous aviez des questions, du coup? Est-ce que c'était clair? Est-ce que... On peut faire circuler les... Ouais. Bonjour, Lina Trémidi, merci pour cette présentation. Il y a eu pas mal de points sur ce qui faisait les pain points, les points un petit peu difficiles. C'est sûr qu'avoir plusieurs sites avec plusieurs règles, ça devait être compliqué. Mais la vraie plus grosse difficulté, si vous regardez en arrière, c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment l'harmonisation du parcours, cette histoire d'état des lieux qui est revenu très souvent, donc qui semblait vous avoir bien posé problème, ou le fait de répondre à des agences CITIS qui ont des modes de fonctionnement différents? Comme tu veux.
Moi, j'aurais tendance à répondre que c'est l'harmonisation et le choix. C'est-à-dire que d'avoir une quinzaine d'opérateurs qui ont des avis et à un moment donné qui disent tiens, on voudrait faire ça, et qui 2 mois après en fait changent d'avis parce que finalement il y a beaucoup d'éléments derrière, bah, ça bouscule beaucoup les choses. Pour moi, c'est super intéressant, mais en même temps, c'est plus difficile aussi. En fait, la gouvernance dans le projet, donc du coup, plus. Okay. Bah, on est sur une gouvernance collective, donc c'est vrai que c'est toujours plus long à trouver le consensus, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est une complexité. Pour moi, je rajouterais que ce qui a été complexe, c'est justement, parfois dans le consensus, c'est dire, bon, ok, on lâche sur telle spécificité. Je prends l'exemple des cartes essence, enfin carburant, pardon. Il rigole parce qu'un jour, il a découvert qu'il y a une carte qui s'appelle Mooncard en région Bourgogne-Franche-Comté, qui ne fonctionne pas pareil que Grand Est, par exemple. Donc, c'est des petites particularités qu'on est obligé, du coup, d'intégrer dans l'outil. Et toute la complexité, c'est que l'outil reste simple quand même pour la majorité des utilisateurs, mais qu'on puisse répondre, parce que les gens de Bourgogne-Franche-Comté qui utilisent la Mooncard pour mettre de l'essence, il faut aussi qu'ils puissent trouver dans l'application comment faire pour les tickets, etc. Donc ça complexifie, point de vue, pas point de vue parcours pour l'utilisateur, mais en tout cas pour nous, qu'on ait une interface claire, sans encombrer avec des fois des choses qui sont en fait un détail pour un opérateur sur les 15. Et typiquement, tu vois cet exemple de la carte essence, pour moi, c'est montrer le niveau de plein en fait, du véhicule. C'est important parce que si j'ai besoin de faire un trajet long, bah, je vais plutôt effectivement m'orienter sur un véhicule qui est plein. Savoir comment faire le plein avec un véhicule qui n'est pas à moi, qu'il y a une carte effectivement bleue qui permet en fait, de faire le plein dans des stations partenaires parfois ou avec des conditions un peu particulières aussi, c'est pas le plus évident quand je veux juste prendre mon véhicule, mais ça va changer aussi les usages parce que finalement il va aussi y avoir des utilisateurs derrière qui vont dire tiens, je vais regarder quels sont les véhicules en fait qui sont pas trop pleins, enfin pas assez pleins parce que je sais qu'en dessous de 20% en fait il faut que je fasse le plein et j'ai pas envie de le faire. Et là j'ai pas le temps ou c'est pas le moment, donc ça change aussi les usages. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? L'autre question, c'était, vous disiez qu'il fallait justement les inciter à faire l'état des lieux, les inciter à faire le plein, et vous avez utilisé quoi pour les inciter, du coup, comme méthode ? C'est le fameux tunnel. C'est vrai que... tunnel, en fait, c'est le tunnel. Si tu veux, aujourd'hui, dans le parcours, en fait, il y a forcément en fait, l'état des lieux qui est là. Sauf qu'il est beaucoup plus fluide. C'est pas juste, on demande de faire l'état des lieux et du coup de faire toutes les photos et compagnie. En fait, on va demander... est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout s'est bien passé en fait ? C'est où, c'est là ? Là-haut, oui, tout à fait. Bien. Et en fait, avec cette question, tu peux tout de suite dire, ok, il y a quelque chose qui est à déclarer ou pas. Et du coup, on va rentrer dans un état des lieux qui sera peut-être un peu plus complet, de dire, ok, qu'est-ce qui est à déclarer ? Et ça permet aussi aux gens d'aller voir effectivement, ah tiens, par défaut en fait, il y a quelque chose à déclarer, il me semble. Je dis plus de bêtises, oui, c'est ça. Par défaut, ça demande ça demande un choix en fait. De et du dire coup, le je choix n'ai rien à déclarer. C'est ça, la personne est obligée de dire j'ai rien à déclarer. Donc c'est elle qui assume aussi finalement le fait de je prends connaissance, enfin je suis conscient du fait que j'accepte de prendre le véhicule tel quel parce que je suis pressé, parce que c'est pas le moment, n'importe quoi. Donc ça laisse la possibilité de passer cet état des lieux et en même temps la personne en est consciente. Oui, une petite question. Ce qui signifie qu'éventuellement, vous avez des litiges à régler ? Oui. Et quel est le taux qui était déjà par le cas... rapport aux affiliés ou ceux qui effectivement utilisent vos services ? Quelle est la proportion de litiges ? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la proportion, mais il y en a. Enfin, forcément, quand il y a un dégât, sans appeler ça litige, il y a tout le processus de franchise, etc. Enfin, ça fait partie du contrat. Quand l'utilisateur signe le contrat, c'est dans les conditions. En fait, s'il y a un accident ou si le conducteur est responsable d'un dégât, forcément, derrière, il y a tout
tout le process, mais le pourcentage, je ne sais pas. Et oui, en fait, le fait d'avoir l'état des lieux, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est surtout aussi pour protéger, entre guillemets, les gens, c'est-à-dire je ne vais pas prendre la responsabilité d'un dégât qui a été fait avant moi. Donc, vaut mieux que je le déclare, parce que si la personne avant n'a pas été honnête, n'a rien dit, moi, je prends le véhicule après, et en fait, il y a une rayure. Si je le déclare pas quand je prends le véhicule, Cities va revenir vers moi en disant bah, vous nous avez rien dit. Du coup, nous, par déduction, c'est le dernier qui a utilisé. Donc c'est vraiment, on part sur... il y a le principe de l'autopartage, c'est que la voiture est partagée, donc il faut aussi que chacun joue le jeu. Il y en a qui le jouent plus ou moins, mais c'est pour ça qu'on a voilà, derrière tout le cadre des conditions générales de location, etc. Mais pour répondre clairement à la question, je ne sais pas la proportion de... Je pense qu'à terme, oui. Mais pour le moment, c'est trop frais encore. On est encore là, il y a encore des villes qui vont passer sur la nouvelle application. Enfin, je pense que ça sera plutôt après. Là, on est vraiment encore dans le dur et dans les migrations. Donc, on n'a pas encore poussé jusque-là. Mais oui, ça sera un outil qui pourra nous être utile pour ça, tout à fait. Et finalement, c'est aussi... s'il y a un problème sur un véhicule, s'il y a un dégât, peut-être que c'est aussi un autre véhicule qui l'a causé au véhicule qui était garé. Du coup, il faut aussi faire toute cette recherche sur l'ancienne application. Il n'y avait pas effectivement cet état des lieux qui était intégré en fait. C'était une option. Et du coup, il y avait certaines personnes qui étaient très carrées, qui faisaient à chaque fois leur état des lieux pour se protéger aussi quelque part. Et d'autres qui ne les avaient pas. Du coup, c'était au service technique de dire ok, ce véhicule-là, à cette date-là, on sait qu'on a un dégât et on a 12 000 réservations avant. Personne. Et du coup, c'est appeler toutes les personnes qui ont fait les réservations pour savoir, pour constater, pour retrouver à qui la faute, en fait, quelque part. Donc, long et compliqué. Mais c'est sûr que là, en plus, il y a un lien forcément entre l'application client et notre logiciel. Donc, tout arrive directement à l'équipe de gestion de flotte et pour eux, ça facilite aussi leur travail sur ces problèmes de dégâts. Rien que les photos, d'ailleurs. Oui, c'est pousser quelque part, c'est montrer aussi l'importance des photos, parce qu'il faut que ce soit facile à faire une photo rapidement et que ça donne beaucoup plus d'éléments concrets en fait aux gestionnaires techniques pour vérifier ah oui, le véhicule, il avait déjà cette trace-là à ce moment-là ou pas. Vous avez à un moment donné imaginé de faire un tour de la voiture en vidéo assez rapide? Ou c'est trop de données, trop lourd, trop compliqué? Je sais pas. Je vais répondre. Alors, je te laisserai répondre sur la partie technique derrière aussi, je ne sais pas. Mais je sais qu'on a vu des usagers en fait, qui le faisaient déjà avant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se dire tiens, moi je fais le tour en vidéo complet du véhicule, mais pour eux, pour se sécuriser. Ça fonctionne, mais pour nous, ça va être aussi toute la question de est-ce que les gens ont un téléphone qui permet de faire de la vidéo? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Est-ce qu'ils maîtrisent la compétence? Est-ce que le temps de chargement et de transfert, effectivement, de la vidéo sera certainement beaucoup plus long? Donc, ça va jouer aussi, effectivement, sur l'ensemble du parcours. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas un choix aujourd'hui, mais... Non, je ne sais même pas si ça a été envisagé. Je ne sais pas.